d'être venue, d'être ici pour ce moment un peu très spécial pour moi. Merci à Amir de nous hoster, donc un petit round of applause. Parce que on n'aurait pas pu rêver d'un un plus bel endroit pour ce petit talk. Donc vraiment merci d'être là. Je suis super touchée parce qu'au départ je pensais pas faire un book lunch en fait ici à Lisbonne. J'y avais pas pensé. Puis l'idée est arrivée et très rapidement on a mis un truc en place. Et je suis très contente que ça ait marché comme ça. Donc c'était pas prévu et finalement je suis trop contente. Et donc merci d'être là et aussi merci parce qu'en fait toute ma vie, j'ai cherché à être interviewée par Grégory Pouy. Et là, en fait, j'ai dit, comme si vous verrez dans le livre, en général, quand je décide un truc, je me suis dit, comment faire? Et donc là, j'ai fait, on va sortir un livre, plan en rien. Comme ça, on va lui demander, oh, Greg, est-ce que tu peux m'interviewer? Donc voilà. Donc j'y suis arrivée. Donc voilà. Donc merci. Si vous connaissez pas Grégory, c'est mon super pote. Mais surtout, c'est un super, je vais même pas dire podcasteur, parce que t'aimes pas. C'est comme moi coach quoi. Mais entre autres, tu es podcasteur, donc vous devriez écouter son podcast qui s'appelle Vlan. Ouais. Et voilà, donc merci, tu réalises le rêve de toute une vie, c'est ça. Donc voilà, donc je te remercie et je crois que j'ai rien oublié. On va faire cette petite, alors Greg a lu le livre. Oui. Normalement. T'as pas lu en diagonale? Non. Je sais pas du tout ce qu'il va me poser comme question, donc voilà. Et après, on fera des petits Q&A si vous en avez. Et si vous n'en avez pas, il y aura à manger. Voilà. Donc, si vous voulez manger. Voilà. Mais on a caché la bouffe au cas où en attendant. Bon, la fille est folle, donc c'est parti. Non, mais je pense que ça sera très sympa d'ouvrir la conversation en fait. De toute façon, je pense que moi j'ai des questions bien sûr. Oui. Mais, moi aussi, je suis d'accord. On a un nombre qui permet d'avoir un truc ouvert, donc ça qui est cool. La première question que je voulais te poser, qui est compliquée, donc je sais pas si tu vas... Mais elle est complexe. Je sais qu'elle est complexe, mais... Je vais vite regretter mon rêve de ma vie. Non, mais ça ressemble à ça. En fait, ton livre, il s'appelle La vie en mouvement. Mm-hmm. Et la question que je me posais, c'est, pour toi, c'est quoi le mouvement qui décrit le mieux ton histoire? Ah! Donc je dois pas dire un squat ou un lunge, là, c'est ça? C'est le moment où tu y réponds. Et ça peut être un mouvement connu, ou ça peut être un mouvement de danse, ou ça peut être un mouvement comme tu veux. Oh là là, je pense qu'il y a un saut déjà dans cette histoire, parce que... mais plutôt les grands sauts, tu vois, qui avancent comme un grand jeté, parce que je pense que je me suis lancée plusieurs fois dans des choses inconnues et en un peu peut-être baissé. Enfin, si vous, voilà, celles qui ont déjà lu le livre ou qui le liront, je pense ça va peut-être, ça fera sens. Et en même temps, non, ça va bien aussi ce grand jeté, parce que le grand jeté, c'est un pas où c'est comme on dit un saut de biche, tu sais, où comme tu sautes, tu cours et tu sautes au-dessus d'une rivière, mais de manière gracieuse. Et c'est un mouvement qui voyage énormément et qui va beaucoup vers l'avant, enfin, qui va vers l'avant. En fait, tu peux que le faire en avant, tu peux pas le faire en arrière ni sur le côté. Donc, je pense que ce serait ça, le grand jeté. C'est un grand écart en l'air pour ça. Enfin, voilà, pour tu hop et hop. Voilà. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. En faisant le grand écart en l'air. Je savais pas que t'avais des talents. Alors non, mais tu te lançais dans un nouveau projet. C'est comme ça qu'on s'est. Et oui, mais oui. On se demandait la dernière fois. On s'est rencontrés que quelqu'un nous a... Je voulais monter mon studio à Paris et je faisais que d'en parler. On m'a dit, il faut que tu rencontres Grégory Pouy. Et on s'est rencontrés à Mercy, je me rappelle, à Paris. Exactement. Et tu m'as beaucoup aidé avec l'ouverture du studio en termes de stratégie et de soutien moral. Voilà. Au départ, tu n'avais que sign up pour la stratégie, puis c'est devenu ensuite ça. Je suis désolée. J'ai tenu du Covid après. Je m'excuse. La danse, ça a pris une place centrale dans ta vie. Ouais. Mais en fait, ce que je ne savais pas, c'est que la danse, c'est pas un choix que tu as fait à l'origine. Tu peux nous raconter comment tu es arrivée dans la danse? Ouais, en fait, c'est ma maman qui a toujours dansé, qui danse toujours, donc elle me fait rire parce que là, elle m'a dit bon, ce soir, je vais à la danse. Elle est trop rigolote, ma mère, et elle m'a mise à la danse parce qu'elle, toute sa vie, elle a eu une seule prof. En fait, elle a commencé à 7 ans, et quand moi j'ai commencé, c'était avec la même prof qu'elle avait toujours eu. Donc ma mère, elle a eu qu'une prof. Madame Lila, ce qui était incroyable.
Et donc elle m'a mise à la danse, mais comme ça. Et en fait, c'était une dame qui était dans la fin de sa carrière de danseuse, et elle prenait pas de petits. Tu sais, après les petits, en général, les gens n'aiment pas donner des cours aux enfants. En général. Voilà. Ça dépend qui, mais en général, disons la majorité. Donc elle voulait pas, mais si tu veux, il y avait moi, il y avait ma cousine, et il y avait la meilleure amie de ma mère qui aussi, il y avait sa fille, on avait toutes les trois le même âge, donc elle a ouvert un cours que pour toutes les trois. Et elle a accepté que de nous mettre toutes les trois. Elle a dit bon d'accord, que à vos filles. Et puis on faisait n'importe quoi. Enfin la pauvre. En fait maintenant, je me dis la pauvre quoi, parce on était voilà, on avait 7 ans et on faisait, on n'écoutait pas, on n'était pas disciplinés, on n'avait pas, voilà, j'avais pas cette grande passion. Ouais voilà. Et c'est vrai que non, je peux pas dire que la première fois que j'ai posé ma main à la barre, j'ai su que c'était pas du tout comme ça. C'était vraiment quelque chose de plus graduel qui a pris du temps, et je sais pas, j'aurais peut-être eu cette envie par moi-même, mais en tout cas c'était pas vraiment un choix de moi au départ, mais j'étais pas forcée non plus. Ma sœur a eu la même chose et elle l'a arrêté parce que les collants piquaient. Donc, tu vois, on n'a pas tous les mêmes problèmes dans la vie. Et finalement, moi, je me suis dit ouais, mais c'est bien en fait. Et puis c'est plus tard, à l'âge de 11 ans, que j'ai vraiment commencé à développer la passion. Ouais. C'est quoi la plus grande leçon que tu as appris de la danse, tu dirais? Leçon? Parce que j'aurais dit discipline, mais la discipline, c'est pas une leçon. La leçon que j'ai... Ah, c'est difficile. Peut-être la résilience? Je sais pas. En fait, ça m'a appris tellement de choses. Enfin, ça a tellement forgé. Je sais pas la personne que je suis. Je sais pas comment elle serait si j'avais pas été danseuse. Ça m'a appris, alors c'est pas une leçon, mais tu vois, ça m'a appris une force de travail. Est-ce que ça va à ta question ou non, tu veux vraiment une leçon? Non, vas-y. Merci. Plus jamais, hein, Greg, les intérieurs. Bon, Oui, tu es relou. Bon, notre amitié, c'est fini. Non, une force de travail, en fait. Ah, ça m'a appris quelque chose. Ça m'a appris que j'étais... Non, tiens. Ça m'a appris que si je me mettais quelque chose en tête, en fait... Enfin, à force de... Non, c'est pas parce que je peux pas vraiment... La persévérance, d'une certaine manière. Ça m'a appris la persévérance. Ça m'a appris à persévérer, alors que la danse, tu sais jamais si tu réussis ou pas. Et ce qui est dingue quand j'y pense, c'est que quand on était jeune, la danse, il y avait pas Instagram, il y avait pas, donc on dansait, c'était pas pour nous montrer le soir sur les réseaux sociaux, tu vois. On était dans ce studio à transpirer, à avoir mal partout, à avoir mal aux pieds, à se faire insulter. C'était vraiment dur. Et on le faisait dans un espoir de peut-être un jour être danseuse, ce qui voulait dire peut-être être danseuse dans le fond à fond du corps du ballet, à tenir une rose et à changer de pose une fois tous les 3 minutes, tu vois. Et c'est tout donné sans aucune garantie de réussite. C'était ça, moi, c'est ça qui me... Parce qu'en écrivant le livre, je me suis rendu compte, je le savais qu'il y avait aucune garantie au bout. Tu peux travailler, tu peux... mais personne te dit, bah si tu fais ça, tu vas avoir un contrat et tout va bien aller, en fait. Donc c'est un... Faut avoir une mentalité un peu spéciale pour sacrifier autant sans savoir que tu vas y arriver en fait. Donc je pense que peut-être sans le savoir, mais là je réalise en parlant que ça m'a appris à gérer peut-être le manque de garantie, je sais pas. Tu vois, et ça vaut quand même le coup. Maintenant, je suis pas dans ces étoiles, mais je me suis pas dit, je ne me dis pas, même à l'époque, oh bah ça a servi à rien que j'ai fait tout ça. Je suis heureuse d'avoir dansé toute mon adolescence, même si ça a été une adolescence très difficile et je la souhaite à personne. Mais en fait, maintenant que j'en suis sortie, je suis très contente de me dire que j'ai c'était pas pour rien en fait. Donc ça me donne, ouais, la leçon c'est que il faut y aller et ça te garantit rien, mais au moins quand t'as tout donné, que t'as fait de ton mieux, tu peux regarder en arrière et dire ah bon bah j'ai tout fait, donc c'est bon. Non, en même temps, je pense que, enfin moi, dans la manière dont je vois les choses, les leçons que tu prends dans la vie, c'est des apprentissages qui te permettent ensuite, quand tu te retrouves face à une situation, de reproduire ce mindset d'une certaine manière. Et donc ça t'a permis aussi à chaque fois, j'imagine, de toujours te lancer vers ce dont tu parlais, quoi. Oui, c'est ça. Bah, je me dis souvent quand j'ai eu des périodes ensuite, même je me rappelle quand j'étais à New York, j'ai fait mes études et puis on avait les finals, les examens de fin de semestre.
Et bon bah c'est compliqué, t'es là, t'étudies jusqu'à minuit, c'est comme dans les films, on est tous à dormir dans la library, enfin et c'était dur et tout. Et puis dès que je me disais mais je vais pas y arriver à apprendre ce truc pour demain, je me disais Julie, ton adolescence. Et ça me calmait parce que une fois que j'ai vécu ça, je pouvais plus jamais me plaindre ou plus, en tout cas, plus rien n'a jamais été, je touche du bois, aussi difficile que mon adolescence. Donc ouais, ça m'a appris, c'était la période la plus difficile, s'est passée entre mes 15 et mes 19 ans. Et du coup, c'est des leçons que t'as gardées. Quand t'as lancé ton école de danse, est-ce que c'est des choses que t'as voulu, dans quel état d'esprit tu l'as lancé? C'est-à-dire que, pour les enfants, j'entends. J'étais trop contente. C'était, je sais même plus d'où c'est parti. En fait, souvent, je donnais des cours. J'étais à New York, je faisais mes études. Je faisais mes études. Ça faisait 1 an que je faisais mes études. Et parfois, on me demandait de donner des cours. Et l'école qui était là, la prof voulait partir. Et en fait, moi, à l'époque, avec mon ex-mari, on a repris un peu le truc, mais on a fait une autre salle, on a tout fait, mais on a repris au départ la base de clients qu'elle avait. Et c'était une école super pro, quoi. Les gamines, elles dansaient super bien et elles dansaient presque tous les jours. On faisait casse-noisette. Et j'avais de 3 ans à 13 ans et moi, j'ai adoré. C'est ce que je préfère faire dans la vie. Mon plan de retraite, je vous préviens tout de suite, plus de fitness. J'ouvre mon école de danse avec les enfants mais même les adultes débutants, j'adore et tout ça. Mais j'adore, c'est en fait vraiment la chose que je préfère faire, c'est donner des cours de danse classique aux enfants. Donc, et je savais pas, parce que moi, on m'a donné les petits tout de suite, on s'est dispatché le truc, et moi, évidemment, j'ai eu les petits 3 ans, et au début, j'ai eu l'angoisse. Oh, qu'est-ce que je vais faire quand même? Et puis j'avais un groupe, après, plus tard, elles étaient 17, de 5 ans, hein, j'étais toute seule. Et j'avais 20 et quelques années, et c'était, voilà, puis les petits te testent, tu vois, je sais très bien maintenant. Donc, ils essaient de voir tes limites, etc. Donc, c'était un vrai challenge, et au début, j'étais pas contente d'avoir les petites, j'avais peur, et puis, je dois avoir ça, ma maman était institutrice de maternelle, et donc j'ai toujours été, après l'école, moi, j'allais avec elle, et je restais à la garderie, avec les petits, pendant qu'elle rangeait sa classe. Donc, j'ai toujours eu quand même ce truc pour les tout petits. Et finalement, c'est un vrai bonheur. J'ai des réflexions qu'ils m'ont dit il y a 13 ans, dont je me rappelle, tu vois, les petits te sortent des trucs, c'est irremplaçable. Donc non, j'ai adoré cette expérience qui est juste en pause, parce que là, je dois faire autre chose en attendant, mais c'est sûr que c'est ce que je préfère faire dans la vie. Et tu leur as appris cette sorte de persévérance? Parce que peut-être pas à 5 ans, parce que c'est tôt en même temps. Ouais, après, c'était difficile. Alors moi, elle était dans le New Jersey, ma école, donc là, les enfants, ils étaient travailleurs, et après, j'ai donné cours à New York, et là, c'était pas la même histoire. Donc les petits venaient, les cheveux détachés, ça a été vraiment le plus dur, ça a été de leur apprendre la discipline. Ça, c'était la chose la plus difficile, c'est la discipline pour ces élèves-là, alors que dans le New Jersey, non, tu vois, ça dépend. Oui. Ouais, c'est très bizarre. Il y a les élèves de Long Island, ils travaillent dur, les élèves de New Jersey travaillent dur, les New-Yorkais, c'est j'attends d'avoir 16 ans pour avoir ma Bentley, donc en fait, tu vois, bref. Donc c'était pas la même histoire, mais la persévérance, en fait, je leur ai appris, je sais pas si c'est la persévérance, mais que le travail, et c'est pas facile justement avec ces enfants-là, que le travail, c'est pas un gros mot et qu'on n'a rien sans travail. Donc j'essaie vraiment de leur dire, oui, mais c'est dur. Mais ensuite, quand tu y arriveras, ce sera d'autant plus merveilleux, en fait. Et c'est ça, en fait, je sais pas si on peut dire vraiment, oui, je pense que ça découle à la persévérance, mais c'était de leur montrer que le travail, c'est pas un gros mot, et que oui, les choses faciles, c'est pas forcément les meilleures choses, en fait. Et c'est difficile, je pense, pour des enfants de notre société maintenant, parce qu'ils ont moins de patience, parce qu'ils ont tout de suite, parce que, tu vois, et c'est encore plus difficile. C'est pour ça, parfois, je me demande l'avenir de la danse classique, parce que c'est quelque chose de tellement difficile. Des fois, je me demande, mais qui veut faire ça, en fait? Tu vois. Donc, c'est vrai. Je crois qu'il y a plein de filles, plein de garçons, d'ailleurs. Ouais, mais ça demande, en fait, tu vois, à l'adolescence, t'as un choix à faire, et là, souvent, elles s'arrêtent. Les enfants, on les avait jusqu'à 15 ans, et après,
Elles veulent juste, c'est beaucoup de discipline et tu peux pas le faire en dilettante parce qu'il y a trop de détails, il y a trop de choses qui te demandent, tu t'en demandes trop à ton corps pour la danse classique, tu te défoules pas. Tu peux pas dire ouais, I'm gonna go to practice, même si j'ai passé une mauvaise journée parce que ton équilibre il va être nul. Du coup, tu vas mal tourner et c'est beaucoup de frustration. C'est tellement de micro détails, de précision la danse classique que quand elles sont ados et qu'elles pensent à autre chose, ça n'a plus lieu d'être en fait, un peu. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a très peu de personnes qui y arrivent finalement. Enfin, je veux dire dans tous les ballets et toi, on parlait de Boston, mais. Ouais, bah dans tous les, bah si tu veux, je sais pas combien de milliers de gens en danse, mais nous quand on faisait les auditions, on était 300 filles avec un petit dossard comme ça, et il y en avait il y avait une place dans la compagnie, tu vois. Ou parfois c'était encore plus drôle, et parfois il y en avait pas, mais ils faisaient l'audition quand même. Mais tu savais pas qu'il y avait pas de place, mais ils te le disaient après, tu vois. Ah, c'est sympa. Ouais, c'était cool. J'aurais pu être en train de boire mon café, et je suis là avec ce truc, mais ouais. Donc. Comment t'arrives chez Equinox à New York? Ah, ouais, l'histoire, elle est rigolote. J'arrive chez Equinox parce que, bon, là, on saute des grands pas. Ouais, je fais des sauts. Ah, toi aussi, tu fais des grands jeux, tu sais, ils sont plus grands que les miens. Mais donc là, on est en 2015 et, non, bah, en fait, au départ, en 2014, j'ai eu ma formation de prof de yoga, qui était avec Pure Yoga. Et c'est un super studio très réputé. Bon, la formation, je précise, a pris 6 mois à 21 heures par semaine parce que maintenant, c'est très rapide. Ouais, mais c'était 6 mois et c'était compliqué. Après, c'était audition pour l'avoir. On était tous comme ça, etc. Bref. Et donc, j'ai commencé à donner des cours de yoga. Et là, il y a mon ex, mais un autre, qui me... Comment ça? Je vais t'envoyer le spreadsheet pour t'y repérer. On me demande souvent un spreadsheet. Oui, mais il faut que aussi sache faire des grands jetés, parce que ça avance vite. Non, mais qui me dit, ouais, tu sais, l'américain, c'est Larry. Oui. Et il me dit, bon, faut que tu ailles chez Equinox. Or, Equinox, c'est les meilleurs au monde. Et moi, j'avais 25 ans, je sais pas. Et puis, il me stresse. Enfin, comment tu finis? Tu viens d'être... donc, à Equinox, ils ont que les profs top du top, les vieux de la vieille connus. Je lui dis, laisse-moi tranquille à me mettre la pression. Je viens d'avoir mon diplôme. J'ai pas envie de faire ça, etc. Et on était dans un taxi. C'est très new-yorkais. On descendait la 5e avenue. On se dispute. Je dis, mais laisse-moi. Tout lui, mais pourquoi? Bref. Et puis, bon, j'ai beau me disputer avec lui, le lendemain, j'étais l'air de rien, mais par hasard, parce qu'il y a 25 Equinox à New York, à peu près à l'époque, et je me retrouve dans celui proche de chez lui, avec mon petit CV, mais je me sens ridicule, quoi. Je me dis, qu'est-ce qu'ils vont pas venir me chercher moi. Et donc, j'arrive, je demande à parler à un manager. Et là, le manager, je lui dis voilà, je viens d'avoir mon diplôme de yoga, est-ce que je peux donner cours ici? Et le gars, je me rappelle, il fait comme ça. Il me fait listen honey, comme ça. Il fait listen honey, il y a 200 personnes sur waitlist qui veulent déposer un CV ici pour donner cours. Donc toi, tu viens d'avoir ton diplôme hier, je te prends pas ton CV. Donc le mec il veut même pas. Donc je dis non mais alors non mais peut-être que je peux remplacer. Peut-être que, et pourtant je suis pas pushy moi. C'est bizarre parce que je suis pas la fille qui va. Mais je dis j'étais là maintenant donc je dis peut-être que je peux remplacer sinon. Et il me dit non mais il y a que les profs d'Equinox qui ont le droit de remplacer des profs d'Equinox. Donc laisse tomber, je prends pas ton CV. Donc moi je m'en vais. Je m'en vais. Et là, j'appuie sur le bouton de l'ascenseur, je me rappellerai toujours. Et je sais pas pourquoi je me retourne. Et je dis, but are you sure? Because I'm a former ballerina and... Et le gars, il m'interrompt. Heureusement, parce que je savais pas du tout ce que j'allais dire. À chaque fois, je raconte la même histoire, mais je savais pas du tout ce que j'allais dire à la fin de cette phrase. Il y avait pas de COD, tu vois. C'était genre, are you sure? Et le mec, oui, j'aurais été comme ça s'il m'avait dit. Et donc, t'es une ancienne danseuse. Et donc, bonne journée. Salut les gars. Donc le mec m'interrompt, merci. Il s'appelle Gérard. Et il me dit ah mais reviens. Donc moi je reviens et il me dit ah, le yoga c'est mort, cocotte. Mais on cherche justement les danseuses pour les cours de bar. Ça par contre, ça c'est intéressant pour nous. Est-ce que tu sais ce que c'est bar? Of course. Donc j'ai dit oui, ChatGPT qui n'existait pas à l'époque, mais j'ai dit oui parce que voilà, je sais pas de quoi il veut me parler. Il dit bah là c'est hyper intéressant, donne-moi ton CV. Donc il le prend
Et je sais pas, 6 mois plus tard, j'étais tranquillement en train de me faire un thé là, et je reçois un coup de fil et on me dit vous avez été sélectionné pour qu'on vous donne la formation pour être prof de bar. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Et ensuite? Et ensuite, l'important de travailler dur, parce que j'avais des super vacances à Capri de planifier en même temps que la formation, que j'ai dû annuler, parce que je me suis dit, bon, c'est un one-time opportunity. Donc, j'annule mes vacances, et j'ai pas regretté, puisque la formation était dure. En plus, prof humiliant et tout, enfin, dur. Et on était 30 dans la formation. Sur les 30, on n'était que 2 à avoir eu. Et ils nous ont testés. Et sur les tests qu'ils nous ont fait faire, il y a que moi, il y avait qu'un cours de disponible à prendre et ils l'ont donné à moi. Donc ils me l'ont donné. Donc là, j'ai commencé en août 2015. Premier cours, c'était le 28 août 2015. Et en même temps, ça a changé. Ça a changé ma vie. C'était un vendredi à 10h du matin et je m'en rappellerai toujours. Ouais. Vous avez des questions à ce stade? J'ouvre en même temps. Ouais, t'es fort. Madame, faut pas hésiter, faut pas être timide. Non. Bah, moi j'ai une question. Parce que tu parlais de ton adolescence qui a été hyper dure et tu parles de la formation qui est hyper dure. Qu'est-ce qui fait dans ces moments-là que tu dis j'y crois quand même? Enfin, est-ce que tu t'accroches justement à l'objectif final où tu visualises où tu veux arriver ou enfin, qu'est-ce qui fait que tu n'abandonnes pas? Alors, c'était pas dur pareil. Hein. Encore une fois, l'adolescence c'était vraiment dur. C'est vraiment dur, mais pas pareil. En fait, l'adolescence, maintenant, en fait, je ne me comprends pas moi-même. C'est-à-dire que si tu me dis, voilà ce que tu dois, est-ce que tu peux le refaire? Je suis incapable de refaire ce que j'ai fait. Et donc, je ne sais pas, c'était un amour de la danse qui était, je pense qu'en fait, c'est mon plus grand amour, quoi. C'est un amour qui me faisait faire. Enfin, tu vois, même des choses, voilà, on mangeait rien, c'est pas très healthy, mais c'était mon objectif, en effet, c'était d'être danseuse. J'avais du retard parce que j'avais commencé tard, donc il fallait que je travaille 2 fois plus que les autres, déjà, parce que j'ai commencé à peu près à 16 ans à faire ça sérieusement. J'étais avec des filles dans la classe qui avaient commencé à 9 ans à faire ça sérieusement. Donc la première année, j'étais la plus vieille dans mon groupe, et après, j'étais avec les filles de mon âge. Donc j'ai eu une année et c'était l'objectif, et c'était là pour le coup c'était un amour que je peux pas décrire parce que j'ai jamais eu ça. Pour moi, si je dansais pas, je mourrais. Mais vraiment, j'étais ado et c'était et quand mon père au départ, le pauvre, voulait pas me laisser danser avant ça, ça paraît idiot et c'est un truc d'ado, mais je le ressentais vraiment. Je l'ai menacé, j'ai dit si tu me laisses pas, je me suicide, quoi. Enfin, tu vois, mais je le sentais comme ça en fait. Donc c'est vrai, le pauvre, au bout d'un moment, il a lâché, mais moi, j'étais presque sérieuse, quoi. C'était pas du bluff. J'avais l'impression que j'allais mourir si j'allais pas danser. Donc là, c'est extrême. Je sais pas s'il y a des choses dans l'adolescence, t'es un peu fou. Ouais, exactement. Et la formation, c'était difficile, c'était les informations à l'américaine. En fait, les Américains, ils apprennent très vite. Mais vraiment, et moi j'étais toujours un peu, même quand j'étais à Boston, les chorégraphies, tous les Américains, ils t'apprennent une choré en 2 secondes. Et moi j'étais là, et pourtant j'apprends pas lentement, mais on a toujours plus de mal, nous. Eux, ils sont très rapides à apprendre. Il y avait beaucoup d'informations. Alors que je donnais déjà cours, mais c'était un niveau de professionnalisme, en fait, auquel ils font ça, où moi, j'étais pas dans le fitness, j'étais dans le yoga et la danse, donc très différent. Ils sont tellement pros, ils s'attendent à ça, et en plus, le prof était pas sympa, il se moquait de nous, il nous humiliait un peu. C'était un ancien danseur, faut pas voilà, chercher. Et là, j'ai continué. Et là, je sais pas, parce qu'à l'époque, c'est marrant, c'est comme la danse. J'aimais pas ça quand j'ai fait la formation. J'étais un peu déçue de la formation au départ. C'est après que j'ai aimé. J'étais dans le truc, j'ai dit bon, maintenant je le fais. Et j'ai tenu parce que cette formation, il fallait être sélectionné. Ils nous la payaient, du coup. Et je sais pas, peut-être que j'ai vu que je pourrais faire quelque chose avec ça plus tard. Mais c'est vrai que la formation, c'était pas dans la joie et la bonne humeur non plus, quoi. Ouais, je pense en effet que c'est l'objectif où je me dis oui, bon là c'est peut-être ça, là faut un peu en baver maintenant, mais ça va être cool ensuite, je pense. Je pense qu'il faut toujours en baver d'abord, mais peut-être que c'est pas vrai, hein, mais c'est un peu ma philosophie. C'est pour ça que j'ai pas peur de beaucoup travailler, ou tu vois, quand il y a un problème, c'est pas grave, j'abandonne jamais, en fait. Je me dis pas c'est trop dur, tant pis, je me dis bon bah oui, mais c'est dur, mais après
Ouais. Donc j'ai du mal à lâcher en fait. Un peu. Moi je voulais te demander donc la partie danse avant Equinox. Bon, quand même, quand tu en parles, et on le sait avec les films et les témoignages, c'est un monde quand même très particulier, la danse classique, très compétitif, pas franchement un monde de bienveillance. Non. Et comment tu vis ça de l'intérieur dans un pays qui n'est pas le tien, avec voilà, du haut de ton jeune âge, en plus l'évolution, parce que j'imagine qu'à un moment donné, tu as eu un statut dans la danse, et comment tu ressens ça de l'intérieur? Comment en plus, comme tu l'as dit, les hommes en plus comme profs, bon, je pense que même les femmes massacrent pas mal les profs, mais comment quelqu'un qui t'abaisse, qui te rabaisse, qui te pousse dans ton extrême, un Vincent Cassel dans... Oui, c'est ça, hein, par contre, c'est là. Comment toi, tu arrives à exister sainement en tant que personne, pas juste en tant que ballerine, parce qu'à un moment donné, on a l'impression que vous êtes que des ballerines et plus des... Je crois que tu n'existes jamais sainement si tu es que dans ce monde, en fait. Voilà. C'est ça le problème. C'est que les humiliations, c'était tous les jours, et c'était vraiment, en fait, c'est sur ton physique, c'est sur mais t'es débile ou quoi, tu sais pas compter jusqu'à 4, c'est que ça tout le temps. Mais toi, t'es ado. Maintenant, si quelqu'un me disait ça, je dirais, oh, ça va. Non, des fois, je rêve de revoir ma prof, là, qui me terrorisait, mais en fait, mais, tu vois, de lui dire, mais pourquoi j'étais terrorisée par vous? En fait, vous n'êtes qu'une personne. Il y a un lien d'autorité. En fait, la danse, c'est un monde tellement difficile, et les gens, en fait, comme ça a été tellement dur pour eux, il y a deux types de profs, mais le problème, c'est qu'il y a 85% d'un type et 15% de l'autre. Les 15%, c'est ceux qui, parce qu'on a été méchants, bah, eux, ils sont gentils. Et les autres, c'est, on a été méchants, moi, j'en ai bavé, donc moi, je fais baver tout le monde, maintenant. Et donc, moi, je pense à une de mes profs, qui a été horrible avec moi. Elle m'avait pris en grippe, en fait. Et c'était en France. Aux États-Unis, ils ont pas le droit de dire des choses sur le physique. Je pense qu'ils en ont peur. Ils acceptent beaucoup plus de types de physique différents. Donc c'est pas grave si t'as pas le pied comme ça. Il y a des filles plus rondes, il y a des plus petites, des plus grandes. C'est un corps de ballet américain, il est pas du tout égal. Or l'Opéra de Paris, c'est un des clones presque. Elles ont la même taille, c'est difficile de les reconnaître. Aux États-Unis, tu reconnais, bah là c'est machine, là c'est truc. Elles ont toute leur physique, alors qu'en France, il y a un moule. Donc, c'était particulièrement dur en France. Et il y a une espèce de... Et c'est drôle parce que je suis en train de lire le livre de la danseuse étoile Aurélie Dupont. Et en le lisant, j'ai les mêmes expériences dans mon livre que j'avais pas lu son livre. Et on raconte pareil, où elle dit, je le disais pas à mes parents. Elle dit, je rentrais, je m'étais fait dire que j'étais moche, grosse, nulle, etc. Et je ne le disais pas à mes parents. Et moi, c'est pareil. On tait tout parce qu'il y a on se dit que si on fait un problème, on passera pas à la classe du dessus, on passera pas. Donc c'est complètement, en plus du travail, c'est à la tête du client. Donc tu peux être la meilleure mais ne pas passer juste parce qu'on t'aime pas. Donc tu peux rien dire et moi je pleure très facilement par exemple maintenant, mais toute mon adolescence, j'ai pris des humiliations toute la journée sans jamais avoir une larme qui coule. Tu peux pas tu peux pas pleurer, si tu pleures c'est pire, tu peux pas répondre, si tu réponds c'est pire. Donc je sais pas comment je crois pas qu'on était saines, on était toutes un peu anorexiques à un degré ou à un autre. On était toutes à pleurer dans le vestiaire après le cours et le lendemain on y retournait, ce qui est donc un peu bizarre. Donc je pense pas que c'est pour ça que je pense pas que les danseurs de métier, enfin c'est un peu controversé ce que je vais dire, mais je pense pas que les danseurs soient heureux. Parce que déjà t'es devant toi-même toute la journée à voir tout ce qui va pas chez toi. C'est que ça la danse, c'est corriger des choses parce que pour des trucs que personne d'autre ne s'en fiche, Ah non, son pied gauche il est pas beau. Ah non, elle a le petit doigt trop haut dans tout le monde s'en fiche de ça dans la vie de tous les jours, mais la danse c'est que ça, c'est obsédé sur ton pied, ton genou, tes épaules. Donc je pense pas que les danseurs soient très sains ou en tout cas très heureux. Donc à l'époque, j'étais pas heureuse.
Et j'étais pas vraiment, je pense pas qu'on peut dire que j'étais équilibrée, mais on était toutes comme ça. Donc moi, c'est en sortant un peu que j'ai trouvé un équilibre. Ouais. Tu penses, enfin, je sais pas si tu as encore beaucoup un pied dans la danse classique actuellement, voir comment les jeunes sont formés et tout. Est-ce que tu crois que, surtout du côté français, il y a une prise de conscience maintenant? Tu crois que la formation change les exigences des profs? Même moi, à mon niveau, Bogena, j'avais tellement peur d'elle alors que c'était une petite ville. Oui. Et elle en a traumatisé plus d'une aussi, quoi. Et du coup, j'ai l'impression qu'avec la génération les plus jeunes là, qui sont beaucoup plus au fait avec la santé mentale, la santé du corps. Et est-ce que y a une prise de conscience c'est une forme de maltraitance en fait? Oui, je pense. De parler comme ça quotidiennement à des enfants qui se construisent, des ados. Déjà, il y a l'exigence physique, mais la maltraitance mentale et tu crois que ça évolue là ou pas? Je pense que ça. Alors, je sais, j'ai pas du tout le pied dedans de l'éducation. Je sais pas comment ça se passe à l'Opéra de Paris ou je sais pas. Je pense que oui, parce que je pense qu'ils sont obligés de faire des efforts. Je pense qu'il y a beaucoup d'histoires. Il y a aussi des profs. Il y a d'autres histoires. Il y a des histoires de profs hommes. Il y a des pas net quoi. Qui sont pas net et on ne disait rien non plus. Je pense que ça ils peuvent plus le permettre par exemple. Donc il y avait ça aussi. Donc ça, mais par contre, je pense qu'ils font plus attention et c'est un peu horrible ce que je vais dire, mais je crois aussi que le niveau s'en ressent. Donc c'est horrible. Oui. Parce que je trouve pas qu'il y ait d'aussi bons danseurs en ce moment qu'il y avait quand j'étais plus jeune. Donc c'est dur, c'est affreux de dire ça, mais c'est comme les gymnastes, les meilleurs, c'est celles qui n'avaient pas de vie, donc c'est comment concilier les deux. C'est pas facile parce que forcément quand on se fait maltraiter toute la journée à être dans un studio et à rester le soir à travailler et à ceci, à cela et à s'étirer dans tous les sens pour être comme ci ou comme ça. Ce que maintenant peut-être on fait plus parce qu'on s'accepte beaucoup plus, mais donc c'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'il y a eu tous ces Aurélie Dupont, les danseuses les plus belles, etc. C'est celles, les pauvres, qui en ont vraiment bavé. Donc c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, au moins ce qui est bien, c'est que oui, je pense qu'ils font plus attention. Ouais. Je pense que c'est quand même dur en France, mais que c'est mieux. Tu parlais de grand jeté, pour présenter un peu ta vie. Et donc, pour se jeter, il faut avoir un déclic. Et je me demandais, c'était quoi ton déclic pour te dire, je vais arrêter la danse? Parce que depuis des années, je te passais au fitness. Et puis, pourquoi tu t'es dit aussi, tout passe très bien aux États-Unis, je vais partir des États-Unis. Enfin, ouais. Les grands jetés. Voilà. Le grand jeté de la danse, j'étais, vous lirez dans le livre, si. J'étais à Chicago parce que j'ai fini à Chicago dans l'école en fait à Joffrey Ballet. Enfin c'est les trainees, c'est un peu compliqué. C'est en fait tu te fais un peu exploiter parce que tu danses mais t'es pas payé. Enfin bref. Et j'étais là parce que j'avais suivi donc mon mari qui était danseur dans la compagnie. Or moi j'avais eu d'autres contrats que lui avait pas eu et pour la seule fois dans ma vie j'ai dit bon. Donc je l'ai suivi. En fait tant mieux. Mais sur le coup, j'ai pas cru que c'était tant mieux parce que moi, j'avais pas de travail là et lui, il avait pas de travail là où moi j'avais un travail. Donc je me retrouve là et alors que j'avais des contrats dans d'autres compagnies moi, mais je me dis bon, comme ça, la danse, de toute façon, c'est la danse, faut juste continuer à s'entraîner. Donc je réessayerai ça ou ça ou ça l'année prochaine. Et j'étais dans là et je commençais à vraiment un peu perdre ma passion pour le truc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on était comme ça une soirée chez moi, exactement comme ça. Et donc il y avait une fille là qui pelait une orange. Il y avait deux gars là qui parlaient d'une vidéo YouTube de Baryshnikov de 1976, je me rappelle de l'année. Et il y en avait une là qui avait son chignon, tu vois, je sais pas, elle doit dormir avec. Et l'autre qui avait des baskets alors qu'on devait aller en boîte parce qu'elle avait mal au dos. Et en fait j'ai eu une crise d'angoisse. Je me suis dit je peux pas être entourée de ces gens toute ma vie. C'est horrible ce que je dis. Non. C'est
on enregistre. Bon, si vous êtes danseur, turn off. Non, mais je me suis dit, en fait, au secours, quoi. Enfin, sortez de votre truc. Ah non. Et il y en avait qui parlaient de je sais pas quel costume pour le spectacle. Tu sais, j'ai dit, mais vous avez rien d'autre à raconter? Et en fait, c'était ce monde qui est que d'un entre-soi. C'est un entre-soi, en fait. Et c'est un entre-soi de on est les meilleurs. Et en fait, j'ai fait comme ça. Ma vision, elle a fait comme ça. Tout est devenu flou. Et je me suis dit en anglais, je fais I can't do this anymore. Comme ça. Et le lendemain, je regardais les universités. Donc ça a été toute ma vie, que des sacrifices, que des trucs. Et en une soirée, un samedi soir, j'ai dit en fait, j'en peux plus. Tu vois, alors je pense que ça venait d'ailleurs plus profondément avant, mais en tout cas, je l'ai pas du tout, c'était pas conscient avant. Ça s'est tout déclenché. Je peux pas en fait. Il faut que je vois autre chose, il faut que je fasse autre chose, mais j'ai pas abandonné la danse pour autant. J'ai fait les deux pendant un moment. Mais c'était donc cette décision faut que je m'en aille et que je m'ouvre une autre porte sans fermer celle-ci. Elle a été prise à ce moment-là, en 2010, et la décision de partir de New York pour aller à Paris monter mon studio, et on en parlait. C'était parce qu'à l'époque j'étais arrivée à un pic chez Equinox. Et c'était donc j'étais un peu devenue la référence dans cette boîte, enfin je sais pas comment dire, et dans ce studio, merci, et donc j'ai dit faut toujours partir quand t'es en haut et non pas quand tu commences à voir l'autre côté de la montagne, tu vois. Donc j'avais grimpé, j'étais là, je suis restée quelques mois là et j'ai dit salut tout le monde, et comme ça tout le monde est choqué, tu vois. Et comme ça, ils m'ont dit, tu reviens quand tu veux. Donc ça m'a laissé cette porte ça m'a laissé une option. Je savais que si je partais maintenant, ça me laissait l'option de revenir. Donc c'était un risque minime par rapport à si le vent tournait pour moi. Donc c'est comme ça que je suis partie, avec une sorte de stratégie. Au moins, ils pourront te reprendre. Et maintenant, comme je suis partie et je suis jamais revenue, ils continuent de m'inviter, parce que du coup, j'ai quand même osé faire quelque chose qu'il y a très peu de profs là-bas qui osent faire, parce que c'est vraiment l'endroit le plus confortable quand t'es prof. T'es à Equinox, c'est un peu c'est pas la planque parce qu'ils bossent, c'est pas la planque, mais comme c'est le top du top, ils restent en général. Donc, je pense que c'était un peu, ils diraient ballsy, donc ils apprécient ça, les Américains, donc voilà. Est-ce que c'est une leçon que tu as envie que les personnes qui lisent le livre retiennent, ce côté bonsai, justement? Ouais. Oser faire des choses. Moi, je trouve qu'il faut oser faire des choses, c'est sûr. Faut sauter le pas, oui. Mais qu'est-ce qui te donne la force de le faire? Parce que pour les personnes qui sont là, tu vois, typiquement, et qui parfois, tu vois, se disent, j'aimerais bien faire ça, mais je le fais pas. Qu'est-ce qui fait que toi, tu trouves l'énergie? Enfin, tu vois? Parce que je pense qu'en fait, on a tous peur, non? Je sais pas, on a peur de changer. On a peur. J'ai peur de changer de pays, j'ai peur de changer... Ouais, mais encore pire que d'échouer, déjà on a peur de changer. Après, en plus, on a peur de l'échec. Mais déjà, rien que le changement fait peur, alors que c'est pas forcément... Des fois, t'as peur de changer de ville, mais ça peut pas être un échec, tu vois. Donc parfois, on a juste peur, mais même pas d'échouer. Il y a déjà un truc avant, c'est la peur de changer. Et après, t'as la peur, en effet, d'échouer. Et je pense que... en fait, moi, parce qu'on me dit souvent, mais t'as pas peur? Toujours on me dit ça, mais t'as pas peur, Je dis mais si, j'ai super peur, mais je l'ai jamais. En fait, c'est comme la peur, elle est là, mais mon decision making, il est pas du tout affecté. Ça n'affecte pas ma décision. Donc j'ai peur, donc je vais le faire en ayant peur, tu vois. Mais ça communique pas les deux. Est-ce que c'est pas un signal qu'il faut que tu fasses un truc? Moi, par exemple, quand j'ai peur, je me dis tiens, faut le faire. Ouais, je sais pas. Ouais, tu vois, je sais. En fait, je sais même pas. Pour moi, je crois que vraiment, ils se connectent pas les deux. Il y a aucun rapport. Il y a plein de choses qui se connectent pas. Bon, en tout cas, ça et ça se connecte pas. Je sais pas comment dire. Vraiment. Et justement, on parlait de l'échec. Comment tu gères l'échec? Mais quel échec? Non, ça c'est dur l'échec. Alors, en même temps, ça dépend parce que par exemple, qu'est-ce que tu dirais est un échec et qu'il faut que je gère, tu vois? Typiquement le studio à Paris, tu vois, ça peut. Ouais, mais tu vois, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est ta manière de le gérer. On pourrait se dire, je lance un studio, ça marche pas à cause du Covid. Ouais, mais à cause du Covid, donc je sais pas que si ça marchait pas à cause de moi.
Tu vois, c'est pas pour moi, comme c'est pas un échec, parce que c'était juste, par contre, c'est de la malchance, pour le coup. Mais est-ce que, alors, il faudrait que je trouve du coup, est-ce qu'il y a de l'échec Mais forcément. À un moment donné, dans toutes nos vies. Non, mais est-ce que c'est une manière de le voir et que c'est pas l'échec? C'est ça, c'est la question. Peut-être que c'est ça, c'est que tu le vois pas, tu le transformes en fait, et que du coup tu les vois. Ouais, en fait, j'ai toujours. Ah ouais, c'est ça. En fait, je pense qu'il faut jamais t'arrêter là et de là, tu fais un autre truc. Et donc, ça t'apprend que s'il n'y avait pas eu donc je sais pas si on appelle ça un échec ou cet incident malencontreux. La fin du mariage. Enfin, tu vois, j'en sais rien. Il y a plein de choses qu'on pourrait considérer comme des échecs. Ouais, tu veux dire des ruptures, des trucs comme ça? Ouais, enfin. Je sais pas. Comment je gère? Bah, ça dépend. Bah, le studio, ça m'a beaucoup affecté. T'étais là. Hein. Donc c'était triste. Tu peux pas gérer l'échec sur le court terme. De toute manière, non. C'est à distance. Donc une fois que t'as géré ta tristesse. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu peux le prendre comme base et en faire quelque chose d'autre? Donc pour moi c'était le studio, comment faire la même ambiance, la même attention envers mes élèves avec du en ligne qu'il y avait au studio. C'était ça mon point de départ. Et finalement, du coup, ça m'apparaît pas comme un échec, mais comme une étape vers ce que je fais maintenant. Par contre, un truc qui complètement fail et il y a pas il y a un non-retour, il y a pas de, je pense qu'il faut juste prendre le temps mais c'est vrai que je peux dire que si c'est quelque chose et que j'arrive pas à le transformer en autre chose, je pense que j'ai du mal quand même avec ce concept de l'échec-échec. Ouais, bien sûr. Ouais. Et t'as bien aimé ce concept de Kintsugi, justement? Oui. Ah oui, donc il y a un moment, je crois que c'est chapitre 11, non, je sais plus. Non, c'est le début de la troisième partie, bref. À un moment, je bloquais un peu avec le livre. Et je sais plus, je te demande, je dis mais tu vois là je dois écrire une partie et toi tu me dis mais non mais pour moi ton histoire c'est le kintsugi, c'est c'est pas de la porcelaine mais vous savez c'est de la céramique japonaise, quand ils cassent eux ils réparent en fait avec les feuilles d'or, enfin et donc c'est Greg qui m'a donné cette super idée, il m'a dit toi pour moi ton histoire c'est ça, c'est comment à chaque fois d'une fêlure, d'un échec ou tu t'en fais quelque chose d'autre en fait. C'est pas à jeter en fait. Donc ils considèrent dans cet art japonais que c'est pas parce que c'est cassé que tu le jettes, c'est parce que c'est cassé que c'est encore plus beau, parce que ça montre ton expérience et ce que tu as fait. Et donc ta question sur les kintsugi, c'était... Non, c'était pas vraiment une question, c'était plus une remarque, c'est-à-dire que ça représente bien ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en fait, tu considères rien comme des échecs parce que finalement... Ça fait partie du tout, ouais, ça fait partie du tout, en tout cas professionnellement. Parfois, personnellement, je sais pas la raison des choses et je sais pas si quelque chose t'apporte toujours quelque chose, mais parfois, les choses t'apportent rien et tu t'en serais bien passé. Mais professionnellement, tout t'apporte forcément quelque chose. En tout cas, même personnellement, parce que tu apprends toujours quelque chose sur toi, sur quelqu'un d'autre, mais encore plus professionnellement, je trouve, parce que ça te donne un ingrédient de plus pour faire ta recette, quoi. Qu'est-ce que t'aimerais que les... Ah, vas-y. Non, vas-y. Non, je t'en prie. Moi, je voulais reprendre la question qu'on t'a posée tout à l'heure sur le fait du moule. Tu as parlé du moule à l'Opéra de Paris, ça m'a... En fin de compte, les cours que tu fais avec les enfants, les plus petits, est-ce que c'est pas une manière à toi de peut-être redéfinir, en fin de compte, de les prendre à la racine et de redéfinir peut-être le moule, en fait, qui plus tard fait que, par exemple, à l'Opéra de Paris, on est des clones, qu'on ne les reconnaisse pas. Le fait de reconstruire, en fait. Peut-être qu'il y a... Bon, après, je sais pas si tu as pensé à cette option-là. Mais je pense que le fait de déconstruire quelque chose qui a déjà été... par exemple, une erreur qui est faite et refaite, mais on va continuer à la faire parce que, entre guillemets, on va dire que c'est la bonne technique. Parce que la technique, on l'a fait depuis... oui, c'est comme ça, et puis c'est tout, quoi. Voilà. Ouais. Le fait de reconstruire, en fait, ça. Et de reconstruire peut-être aussi le beau, parce que peut-être que l'Opéra de Paris, on le définit beau aujourd'hui, mais les générations, en fin de compte, les générations à qui tu apprends au jour d'aujourd'hui,
elles n'ont pas encore été exposées à ce beau-là. Ouais. Est-ce que je vois ce que tu veux dire. Bah, c'est une super question. Juste, moi, j'ai pas affaire quand je donne cours à des professionnels. Donc c'est plus facile. Pour moi, je leur demande pas de changer. Je vais pas demander à une petite fille, déjà je vais pas la pousser et je vais jamais dire à quelqu'un faut que tu ressembles à ceci, faut que tu donc peut-être une manière plus saine aussi. Oui, c'est-à-dire que moi d'ailleurs c'est marrant, souvent les profs préfèrent donner cours à des pros. Parce que c'est facile. Mais avec des petits pas pros ou des adultes pas pros, faut bosser parce qu'il faut essayer de comprendre leurs problématiques. Les pros, c'est facile. Oui, fais un tour de plus, pointe tes pieds, et puis il n'y a pas beaucoup de corrections à donner. Mais les petits, il faut se mettre à leur place. Même les grands, il faut se mettre à leur place. Comment est ce corps, c'est pas, voilà, qui n'a pas été forcément formé à ça. Mais donc, sans parler de la dimension esthétique, en tout cas, parce que là, on n'essaye pas de changer leur physique, mais en tout cas moi ce qui est important, enfin c'est la bienveillance, et c'est pas on pourrait dire ouais j'ai tellement souffert quand j'étais jeune que je me dis maintenant faut être gentil, c'est pas ça, c'est parfois quand on t'a, donc je me force pas à être gentil parce que, mais en tout cas peut-être définir comment on obtient des choses des élèves en fait. Est-ce qu'on obtient en les humiliant ou est-ce qu'on obtient peut-être en étant patient? Et alors parfois je suis sévère par contre, je suis sévère avec les élèves. Mais donc c'est pas la fête, mais je vais jamais dire quelque chose de vexant, où je vais le dire mais au groupe. Ouais. Parfois je dis donc ça c'était le brouillon les filles. Voilà, c'est ce que je peux dire de plus méchant. Ça, c'était votre brouillon, maintenant on fait la vraie version. Voilà, je vais dire quelque chose comme ça, mais c'est pas toi. Ça, c'est affreux, ça. Donc, voilà, quand des fois elles écoutent pas, tu peux. Mais oui, je pense qu'en tout cas, redéfinir la manière de donner cours. Moi, je ne comprends pas. En fait, ces humiliations, elles ne tirent rien. Elles font juste le tri entre les gens qui se laissent déstabiliser et ceux qui se laissent pas déstabiliser. Tu peux être un très bon danseur qui te laisse déstabiliser par des humiliations et un très bon danseur qui te laisse pas déstabiliser. Ça, c'est pas le meilleur survivra à mes critiques. C'est juste celui qui est plus dur, mais c'est pas parce que t'es plus dur. C'est pas un bon critère. Tu peux être très sensible, émotif et ne pas supporter qu'on te crie dessus quand t'as 14 ans, qu'on te dit que tu fais 30 kilos et qu'on te dit que t'as des grosses fesses, pour parler poliment, parce que c'est pas ce qu'il disait. C'est pas parce que je m'en fiche et que je continue que je suis meilleure danseuse que l'autre en fait. Donc c'est juste ils veulent, c'est le soldat en fait. Et moi je crois pas en ça parce que je crois que la sensibilité, puisque moi je suis très sensible et j'en ai beaucoup souffert, donc je pense que la sensibilité n'a rien à voir et donc on doit enlever cette partie-là de l'enseignement. Ça, c'est pas parce que tu cries que tu auras de meilleurs résultats. Et d'ailleurs c'est plutôt même l'inverse. Donc voilà. Mais par contre, bon pour les physiques, moi j'ai pas, mais bon. Je donne pas ces cours dans ces compagnies où il faut ressembler à un type ou à un autre, mais par exemple les États-Unis m'ont beaucoup appris que en effet tu pouvais être une belle danseuse sans rentrer dans le moule, tu pouvais donc eux ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit là-dessus. Je sais pas si ça répond à ta question. Ouais. Ok, super. Je trouve que c'est hyper intéressant que t'abordes de cette manière en fait, plus saine. Et puis je pense qu'il y a aussi le prestige, on garde le prestige avec la discipline, ça enlève pas que tu enseignes. Ça enlève rien. C'est points forts en fait de la danse. Et par contre, ce que ça me donne de plus que mes profs d'avant, les profs horribles n'auront pas, c'est que pendant longtemps, je retournais à New York. Ensuite, je me suis occupée d'une école qui n'était pas la mienne. Et à chaque fois que je retournais à New York, je leur faisais la surprise aux petites qui étaient restées là avec une autre prof. Et ce que moi ça me donne, c'est que quand j'arrive, j'entends Miss Julie, qu'elle vienne et qu'elle me serre les jambes comme ça 1 an plus tard, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard. Et en fait, ça n'enlève rien. Par contre, et je pense que ça leur a aussi d'avoir eu quelqu'un qui se rappelle, qui vient, j'étais pas là, c'est pas des élèves de plus, je me rappelle de leur nom maintenant encore des années plus tard. Donc une autre question, parce qu'on parle beaucoup de mouvements ici et de ta vie ici à l'étranger, etc. Est-ce que parfois tu es à l'arrêt déjà?
Et qu'est-ce que tu fais quand tu es à l'arrêt? Et est-ce que ça te nourrit aussi pour te remettre en mouvement? Est-ce que tu arrives à être à l'arrêt? Est-ce que ça... Ouais. C'est l'arrêt qui fait que parfois tu arrives à faire un grand jeté en plus. Tu m'as beaucoup... Greg de longue haleine, il a essayé. Non, j'ai eu 2. Alors, avant, jusqu'à mes 28 ans, non. C'était du lundi au dimanche. J'ai eu une énorme blessure, en fait, qui venait de... J'avais une blessure au dos que j'ignorais. Qui aurait été... J'ai un gros lumbago sur lequel je donnais 30 cours par semaine, en fait, sans broncher. Et je pense qu'en fait, le lumbago que j'avais, c'était, même si tu as un travail dans un bureau, tu aurais du mal à le faire tellement c'était inconfortable. Mais moi, j'étais là, à donner mes cours. Et donc, je crois que mon corps a dit, ok, donc elle, en fait, on va pas l'arrêter. Donc j'ai un disque qui a plus ou moins explosé dans ma colonne vertébrale, en fait. Et là, en fait, il y avait pas le choix. J'étais paralysée. Donc ça c'était mon premier arrêt. J'étais à 28 ans parce que physiquement je pouvais pas me brosser les cheveux, tu vois. Donc ça c'était le premier arrêt. Ça a pris 5 semaines d'immobilisation complète. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé d'apprendre l'allemand. Voilà. Il faut toujours optimiser son temps. Non. Donc il ne doit pas l'arrêt. Donc j'étais là, je regardais des films en allemand, je faisais les cours. Après j'écoutais les chansons en allemand parce que j'allais déménager à Berlin, donc j'ai essayé de m'avancer. Faut faire là j'ai fait autre chose qui était pas du tout ce que je fais d'habitude, c'est qui ne requérait pas de bouger. Et depuis en fait je pense est-ce que c'est peut-être depuis l'année dernière que je m'arrête un peu. Tu ralentis. Voilà, merci. Que je ralentis, it keeps me in check. En fait, l'année dernière, j'ai eu un moment où j'ai voulu retourner à New York parce que j'en avais un peu assez du rythme un peu lent. C'était difficile pour moi les cours, alors qu'à New York, je fais comme ça, il y a 40 personnes partout. Je fais des partenariats très facilement. C'est tellement plus facile pour moi là-bas que je suis repartie. Mais vraiment, j'étais repartie donc je me suis pris 3 mois et puis j'ai dit on verra. Et en fait, j'ai eu une réalisation là-bas qu'en fait non, c'était passé pour moi. Alors que en y retournant, j'ai retrouvé cette dynamique et tout marchait facilement et tout. Et un peu comme la première fois où j'étais à Equinox et ça marchait et je me suis dit ouais, en fait, voilà. Donc je suis rentrée là et j'ai décidé de profiter un peu des choses qu'ici c'est bien. Et donc moi, j'avais décidé à ce moment-là, donc je suis rentrée en novembre, le 6 novembre 2023 à Lisbonne, et j'ai décidé vraiment de m'occuper de moi et pas moi la danseuse, moi la prof, moi là. Et je me suis dit qui est Julie, juste Julie quoi, qui je sais pas, qui fait rien, qui lit un livre ou qui va à la plage et c'est difficile pour moi, mais j'ai essayé je voulais plus sortir, j'en avais marre des événements sociaux, je voulais juste avoir une vie avec moins d'événements. Et je me suis dit si je rencontre plus jamais personne et que je fais plus jamais rien de exciting, en fait j'aurais fait assez de choses exciting et je connais assez de gens et j'ai assez d'amis et j'étais vraiment dans cette phase où je veux plus rien de plus en fait. Et donc on va dire que ça fait 1 an que j'avais décidé de ralentir, sauf que ce livre fait que depuis le mois de septembre finalement c'est reparti. Donc donc cette période de ralentissement a duré, je dirais de novembre à septembre où j'ai essayé de ralentir. J'ai dû écrire le livre, donc forcément, voilà. Mais je voulais plus voyager, par exemple. Donc l'année dernière, j'ai fait beaucoup moins de voyages que cette année, et finalement que les années précédentes, je veux dire. Et finalement, c'est reparti depuis le mois de septembre. Donc si c'est un arrêt forcé, j'essaye d'optimiser en disant c'est pas perdu, je peux plus bouger, mais est-ce que y a pas quelque chose d'intéressant à faire? Et sinon j'essaye maintenant mais c'est vraiment ça paraît bizarre, mais c'est vraiment un travail pour moi parce qu'il y a toujours une culpabilité de rien faire. Et donc la journée Netflix, elle m'est difficile par exemple. Donc mais j'essaye au moins, si je fais rien, je me dis la plage c'est des bonnes ondes, de l'air, ou faire juste marcher, ou tu vois, mais je me force, j'essaye de faire moins. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours cette culpabilité je le fais, mais c'est une bataille. Donc c'est pas forcément facile non plus, mais quand même je ralentis en règle générale, ouais.
Qu'est-ce que tu as envie de donner comme conseil à une personne qui doute de se lancer dans un projet? Il y a forcément des gens ici qui vont écouter, qui doutent, qui se disent... je pense que comme le doute est inévitable, parce qu'en fait, si t'as pas de doute, c'est bizarre comme personne. Donc, soit tu as trop de confiance, mais ça c'est la pire chose, parce que si tu as trop confiance, en fait tu te plantes parce que tu as cru que ça va être facile et que par exemple, c'est comme quand tu rentres en scène. Ceux qui n'ont pas le trac, non mais moi ça va. C'est ceux qui, enfin, tu vois, c'est bien. On m'a toujours dit non, mais un peu de trac, c'est bien. Si t'avais pas le trac, on m'a toujours dit si t'avais pas le trac. Moi, j'avais pas trop le trac, mais quand même un peu. Enfin, plus tu vieillis, plus t'as le trac. Mais on me disait oui, mais si t'avais pas le trac, ce serait pas normal, parce que c'est là où tu fais moins attention, c'est là où tu. Donc un peu. Moi, j'ai toujours su, on m'a toujours dit que avoir un peu le trac, c'est normal. Donc le trac, c'est le doute. Enfin, c'est la peur, et donc je pense que pareil, il faut pas que le doute, alors faut pas faire n'importe quoi et se lancer tête baissée sans avoir vérifié, mais tu veux lancer, tu fais ton étude de marché, tu vois, tu fais ta due diligence du mieux que tu peux, faut pas faire n'importe quoi sans information, sans plan. Mais à partir du moment où tu as fait ton plan, etc., et tu y crois, le doute il est là, donc en fait, je pense qu'il faut se dire qu'il faut pas attendre d'avoir plus de doute parce que ça n'existera pas. C'est comme pour tout. J'aurai des enfants quand je gagnerai tant, quand je ferai ci. Bah non, enfin en fait ça n'arrivera jamais. Tu vois, au bout d'un moment, faut faire les choses. Donc c'est un peu pareil. Pour moi, le doute il est là et c'est normal, mais du moment que tu as fait ton taf pour te renseigner le mieux, faut y aller quand même en fait, malgré le doute. Et heureusement que tu as des doutes. Qu'est-ce que tu as envie que les personnes qui lisent le livre retiennent? J'ai envie qu'ils retiennent que faut toujours bouger, vraiment. C'est bête, mais à la fin, c'est aussi une histoire de sport, de mouvement, de danse, à quel point non, mais tu vois, non, parce que là, on parle beaucoup des mouvements de la vie professionnelle, mais en fait, c'est aussi sur bouger, quoi, faire du sport, transpirer, je sais pas, danser surtout, que ça c'est hyper important, parce qu'en fait même d'être statique, si tu veux, même pour ta santé, pour ton moral, je pense que le mouvement c'est très bon pour le moral, et de retenir qu'il faut pas s'arrêter au challenge, je dirais, plutôt qu'aux échecs. Ah non, c'était trop dur, ça, plus jamais, quoi. En fait, c'est toujours un autre challenge, et qu'il y a que ceux, peut-être, qui ne tentent rien, qui n'auront pas de challenge. Ce qu'on me dit souvent, dis donc, il t'est arrivé de ces trucs, parfois, quand on connaît que les grandes lignes, souvent, on me dit, t'as pas de chance. Tu vois, parce que si tu dis studio, dos, tout, tu te dis la fille. Mais non, je me suis fait mal au dos parce que j'avais une carrière de folie, que c'était la folie et que c'était comme un rêve. Donc j'ai vécu mon rêve américain, mon rêve dans le fitness, mon rêve de danseuse. À la fin, j'ai eu une blessure au dos. Mais honnêtement, si tu me dis, est-ce que ça valait le coup? Alors oui, par contre, ça valait le coup. Enfin, c'était horrible et j'ai eu peur, mais ça vaut la blessure. Ma vie vaut la blessure, tu vois. Et le studio, j'ai perdu tout mon argent, tout mon rêve, tout mon plan. Depuis 10 ans, j'y pensais. Tout mon, je sais pas, c'était mon projet. Et si maintenant tu me dis, est-ce que ça valait le coup? En fait, oui. Maintenant, hein. Tu m'aurais demandé, tu te rappelles? Oui, tu m'aurais demandé à... Donc voilà, mais donc oui, attends, c'est pas, je sais pas comme, tu vois, je vais pas mentir, c'est pas facile, mais tu vois, maintenant, oui, donc en fait, il y a plein de choses où je me rends compte qu'avec le temps, tu vois, mon frère, il dit toujours comédie égale tragédie plus temps, et c'est un peu pareil avec les leçons, tu vois, leçon égale tragédie plus temps. J'ai un peu l'impression. Donc t'attends, c'est dur, c'est machin, mais à la fin il y aura. C'est pas tout arrive pour une raison, parce qu'il aurait pu ne pas arriver ça, mais tu peux faire quelque chose de n'importe quoi plutôt. Tu vois. Donc je pense que c'est bien à retenir ça, c'est qu'il faut pas s'arrêter faut pas rester pépère dans son coin, quoi. En gros, je pense que c'est ça. Mais ça discute pour ta niche. C'est quoi ta définition du mouvement aujourd'hui? Tu dirais? Ouh. Ah ouais, j'avoue. Fallait pas me poser la question. Ça demandait à un intellectuel ma définition du mouvement, mais c'est difficile. Bah oui. Tu dirais quoi? Ça, t'as pas besoin de toi. C'est le mouvement.
Ça va être trop cheesy ce que je vais dire. C'est complètement cheesy. Je n'ose même pas le dire. Le mouvement, c'est la vie. Tu vois? Tu vas te le tatouer. Je vais le tatouer là. Bah, non. Si. En fait, si on fait rien, si tu bouges pas, que ce soit physiquement, tu meurs. Enfin, tu meurs à petit feu. Et si t'es pas toujours en train, alors, mais avec des périodes, mais si tu fais pas toujours un pas en avant, enfin, tu peux t'arrêter à l'aire de repos, mais après, il faut reprendre la route. Ben, c'est pareil, tu t'es pas inspiré, quoi. Donc, je pense que c'est, ne pas avoir peur de continuer à avoir des projets ou que ce soit pro ou perso, ou c'est des trucs qui peuvent paraître peut-être insignifiants, mais rien n'est insignifiant, en fait. Mais je trouve que c'est important d'avoir toujours quelque chose à rester créatif, imaginatif, et quelque chose dont on rêve, ou même si c'est un petit rêve, c'est pas obligé d'être un truc énorme, mais de toujours aspirer à quelque chose, pas quelque chose d'autre que ce qu'on a, parce que ça c'est l'herbe est plus verte, et en fait non, mais oh, bah tiens, est-ce que je pourrais tenter quelque chose d'autre, est-ce que si je fais ça, je vais pas pouvoir progresser dans ma vie, plutôt avec cette mentalité là, et non pas bon, moi c'est jamais assez, il faut que je fasse plus, tu vois, mais juste d'explorer, rester curieux. Et pour revenir à la question alors je sais pas ton prénom, pardon. Anne-Sophie, non? Anne-Sophie posait. Maintenant, tu réalises l'importance des heures de repos, justement? Bon, ça va, la leçon. Hein. Ça va, hein, ça fait des années que je t'entends. Oui. Mais je pense aussi que c'est affreux à dire, mais si j'avais pas été comme j'avais été à l'époque, oui, je me serais pas fait mal au dos, mais j'aurais pas eu la carrière aux États-Unis que j'ai eue. Donc, parce que cette énergie, ce succès, c'était tellement bien. J'étais tous les jours, je me réveillais, je disais c'est dingue, tu t'étais lancé un espèce de pari il y a des années de réussir dans le fitness qui est en sortant de l'université, tu vois, truc qui n'a rien à voir. Et c'est ça qui se passe, quoi. Et j'étais mannequin pour une super agence, hyper connue et tout, et dans le fitness. Donc c'était fun, parce que les shoots, ils sont fun. Tu fais des trucs, tu travailles avec des marques de fitness et tout. Et et je gagnais ma vie comme ça, quoi. Et mes parents, au bout du fil, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Donc, je suis contente à l'époque, tu vois, dans ma vingtaine, je suis contente de pas m'être arrêtée à ce moment-là. Mais je suis contente aussi maintenant de comprendre que parfois, donc j'ai pas de regrets, mais maintenant je comprends l'importance pour moi maintenant. Ouais. Mais je suis contente quand on me disait t'es folle, tu fais trop, tu travailles trop, ben n'empêche que j'avançais, tu vois. Ouais. Et maintenant je suis plus tranquille, parce que j'ai mis les gaz au départ, en fait. Ouais. Donc j'apprécie d'autant plus le fait de pouvoir être plus relax maintenant. Je préfère en avoir bavé sur une période et être bien maintenant qu'un truc en bavé moyennement tout du long, tu vois. Tu dirais que quand tu regardes ton parcours, tu es fière de toi? Ouais. Merci. Bah ouais. Ça m'a pris, je pense que ça a fait 2 semaines. Hein. Non, mais ça a beaucoup aidé. Parce que ça a énormément aidé, parce qu'en fait c'était un projet, puis tant que tu le sais, toi qui as écrit des livres, que tant qu'il est pas comme ça, en fait, bon, tu crois que c'est un truc. Presque comme si en fait c'était une blague, tu sais. Jusqu'à un jour où on t'envoie une copie, tu dis, ah, mais c'est un vrai truc en fait. Donc, et ça m'a aidé parce que j'ai parcouru, ça m'a fait une rétrospective de tout ce qui s'est passé, parce que en fait j'ai été un peu dans une machine à laver depuis des années, je trouve, qui s'arrête maintenant. Donc ça m'a aidé à tout mettre d'affilée déjà, et ça m'a aidé, et peut-être que la vie devrait pas fonctionner comme ça, c'est pas c'est pas les autres, mais en fait les retours des gens qui l'ont lu m'ont aidé à comprendre. J'ai eu des trucs vraiment sympas, tu vois, qu'on m'a dit, et j'ai réalisé que, ouais, en fait, peut-être que j'avais fait quelque chose quand même de bien. Et je dois dire que j'ai eu un SMS de mon papa qui m'a dit qu'il était super fier. Et bon, vous verrez dans le livre que ça a été hyper important pour moi. Et c'était il y a 1 mois et demi. Et en fait, je crois que c'est un truc, tu vois, c'est un message que j'attendais depuis 35 ans, quoi. Et en fait, ça, plus ça, font que c'est comme si
tu vois, j'ouvrais un truc et en fait, ouais, la fierté, elle peut rentrer. Et jusqu'à présent, il y en avait peut-être, mais elle pouvait pas sortir, tu vois. Donc oui, enfin, oui. Maintenant, oui. Merci. Merci à toi. Merci. Juste une question. Comment s'est présentée cette opportunité d'écrire un livre, en fait? On est venu à toi, tu es allé à quelqu'un? Alors, c'est mon agent qui... Alors, je sais plus comment ça s'est passé à son niveau. Elle représente un auteur, mais vraiment rien à voir, un politologue, et qui est aussi ton agent. Enfin, de temps en temps. Et je crois qu'elle en a parlé à l'éditeur, et l'éditeur, alors soit avant, soit après, l'éditeur avait écouté un de mes podcasts que j'avais fait avec Louise Aubry qui s'appelle In Power, qui est un super, enfin c'est un podcast en France qui est très écouté. Hein. Donc l'éditeur l'avait soit déjà écouté, soit l'a écouté ensuite. Enfin, et ça s'est passé comme ça en fait. Donc mon agent a eu cette discussion et c'était rigolo parce que je l'ai raconté un peu samedi, mais elle me dit on a un rendez-vous avec Erol. Machin pour parler d'un livre. Et moi j'étais en retraite à Quinta da Comporta et puis c'était à 14h et moi j'étais en maillot de bain et je dis merde, j'ai un rendez-vous. Donc en plus la fille complète parce que je sais pas, j'y croyais pas trop. Donc je cours, j'arrive pour le Zoom et puis je savais pas trop quoi attendre de ce rendez-vous et je raconte ma vie un peu de manière succincte comme on dit, ça c'est plus courte quoi. Et voilà, et elle me dit super. Bon bah c'est bon, d'accord. Bon bah voilà. Et puis en fait l'éditrice me dit c'est bon, c'est approuvé, c'est go, on va le faire. Donc maintenant les prochaines étapes sont ça. Et en fait moi j'étais, tu sais comme dans les, j'avais mis un haut mais j'étais encore en culotte de mode bain. J'étais comme ça. Puis je faisais semblant, tu sais que. Mais en fait j'étais quoi, mais c'est une blague ou quoi ça. Donc en fait ça s'est passé comme ça et ça c'était en juin 2023. Et ensuite, j'ai plus trop de nouvelles. Enfin, on a parlé au début, j'ai plus de nouvelles jusqu'en janvier 2024. Et donc moi, c'est limite, en fait, je me disais, bah tu sais que tout le monde me demandait, je disais non, mais en fait, tant mieux. Parce que c'est bizarre quand on dit, il faut que t'écrives un livre, je sais pas, enfin, après, faut l'écrire, quoi. Donc, j'avais pas vu cette éventuelle. Enfin, donc, j'y pensais plus. Sauf qu'en janvier, mi-janvier, elle me réécrit, elle me dit, bon, bah la deadline, faut qu'il soit tout fini pour avril. Et moi j'ai fait ah bon donc je me suis mise à l'écrire comme ça mi-janvier et en fait février mars je l'ai écrit en 2 mois quoi mais vraiment j'avais même pas la trame quand elle m'a dit ça. Donc après j'ai dû un peu accélérer le pas. Voilà. Faire des grands sauts. Voilà. Je suis restée pas mal d'après-midi enfermée, mais tu m'as bien conseillé. J'ai dit c'est quoi que... Tu m'as dit essaye de faire pas plus d'1h30 les sessions. Parce qu'au début je faisais 2 heures, 3 heures. Et Greg a été top. Il m'a dit non, essaye de pas faire plus d'1h30. Donc là j'ai pris mon téléphone, la calculette, combien de jours j'ai si c'est 1h30 par jour. Bon bah ce sera écrit en avril 2027. Non mais bon, je t'ai à peu près écouté. Donc merci, j'ai essayé de voilà. Faut toujours avoir un copain qui a écrit un livre avant. Voilà. Ouais. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Une autre question à voir. Merci tout le monde. Merci. Merci beaucoup de votre écoute. Je suis surprise que vous soyez encore là. Donc, écoutez, merci de votre écoute. Si vous avez d'autres questions qui vous turlupinent ensuite, vous avez maintenant la partie qu'on attendait tous, c'est de manger. Donc, on va manger et boire. Et puis, si vous voulez, je serais ravie. Donc, les livres, ils sont désolés, ils sont à vendre. Mais c'est avec un QR code si vous voulez le faire par téléphone. Je serais ravie de vous écrire un petit mot. Donc voilà, tout le monde. Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci mon Greg. C'est fort.